ont déclenché la colère des étudiants. Cette nouvelle alerte médicale pour Johnny Hallyday, on sait qu'il a subi récemment 2 interventions. Eh bien, il vient d'être à nouveau hospitalisé à Los Angeles pour une infection post-opératoire. Je reçois sur mon portable un coup de téléphone de Laetitia qui me dit « Lynn, Johnny est dans le coma à Los Angeles ». A-t-on des nouvelles de l'état de santé coma de Johnny? artificiel dans lequel la star a été plongée afin d'alléger ses souffrances devrait être... C'est une star qui est dans un hôpital américain et qui se retrouve aux portes de la mort. Et je voudrais dire à Johnny Hallyday les vœux que l'on forme pour que sa santé s'améliore. Ça crée une grande émotion en France. Je comprends que tout le monde s'inquiète, que tout le monde s'interroge. Il fait partie de l'histoire, de notre patrimoine, de notre culture. Donc voilà, donc on a... mais il est vaillant, Johnny, il est encore là, je crois. Dans l'imagerie populaire, c'est un espèce d'ange blond, motard, tatoué, rocker, avec plein de gonzesses, immortel, intouchable. Et tout d'un coup, il se retrouve à l'hôpital. Là, on ne comprend plus, quoi. Les nouvelles récentes que vous avez sont lesquelles? Je viens de vous les dire, les nouvelles sont très positives, il est très fort, donc ça se passe très bien. Merci beaucoup. J'avais très peur et Laetitia était dans le même état que moi. Laetitia était à côté de lui et quand elle a commencé à l'entendre appeler son père, elle a compris qu'il basculait vers ailleurs, quoi. Il entendait la voix de son père. C'est la voix de l'absent. Que sur son lit d'hôpital, il ait appelé son père, mais ce n'est pas anodin. Je pense qu'il a toujours dit que son père lui manquait terriblement, qu'il aurait aimé avoir un père. Son père ne lui a jamais passé la main sur la joue. Il l'a vu très peu de fois, même il existait, il le savait. C'est terrible. La seule personne qui comptait pour lui, l'a jamais prise dans ses bras. Moi, je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai commencé à chanter. Moi, je ne connais plus Jean-Philippe Smith. Ça fait partie de ma vie passée, ça fait partie de mon père, de tout ça. J'ai pas envie d'en parler et disons que c'est des mauvais souvenirs. Donc, si vous voulez, je me suis reforgé, moi, une nouvelle identité par rapport à ça. Cette fois-là encore, certains ont cru qu'il allait partir pour de bon. En décembre 2009, loin d'ici, Johnny va mal. Il est dans un hôpital de Los Angeles, placé dans un coma artificiel. Alors la France vient à lui, ses amis, les vrais, les faux. Dehors, le bruit, le tumulte, les rumeurs. Cela fait des décennies que c'est ainsi. Lui est calme, ignore cette fureur, mais il parle à son père. Pourquoi ces souvenirs reviennent ce jour-là? Certains ne comprennent pas, d'autres découvrent qu'il s'agit probablement de l'une des clés de sa vie. La blessure, celle qui est à l'origine de tout, de ce destin et de ses tourments. Car avant de devenir pour tous Johnny Hallyday, icône du rock, artiste incandescent, silhouette patrimoniale, qui vit, aime, chute et renaît devant nos yeux depuis tant d'années, il était Jean-Philippe Smet, fils de Léon Smet et Huguette Claire. Voici toute cette histoire, celle de Jean-Philippe et de Johnny. Je ne connais pas toute l'histoire ni la vraie histoire de mon père. Ça a toujours été un mystère. Quand j'étais môme, c'était un petit peu un sujet tabou chez moi. Quand des fois je posais des questions, on ne me répondait pas. On me disait mais non, mais on t'expliquera. Puis on ne m'expliquait jamais, finalement. Dans un Paris tout juste libéré, un couple est uni à la hâte à la mairie du 9e arrondissement. Ce jour-là, devant des témoins pris au hasard dans leur immeuble, Huguette Claire épouse
Léon Smet. Léon est un Belge, c'est un artiste qui a eu une activité assez importante à Bruxelles avant la guerre. Il fait de la danse, il fait du théâtre, il fait aussi du cirque, il jongle. Les gens qui le connaissent disent qu'il est très doué, c'est quelqu'un de très charismatique. Cet artiste beau parleur va séduire l'employé d'une crèmerie peu de temps après son arrivée à Paris. 3 ans après leur rencontre, au début des années 40, la jeune femme donne naissance à un petit garçon prénommé Jean-Philippe, que son père ne peut renier. Le visage est étonnant. On est frappé par la ressemblance. Les yeux, c'est effrayant, c'est la même chose. Les yeux bridés, les yeux clairs. Son père ne prête pourtant aucune attention à cet enfant. Léon est devenu beaucoup plus absent, il ne rentrait plus le soir, parfois il rentrait ivre. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, qui est un coureur de jupons aussi, donc il disparaît, on ne peut pas compter sur lui. À l'époque, Jean-Philippe avait 3 mois. Il l'a laissé sur le parquet de leur appartement. Il a tout pris jusqu'au berceau pour le vendre et pour pouvoir aller s'acheter à boire, en fait. Et il a laissé ce nourrisson-là sur le sol. Après cet épisode, la relation de couple ne cessera de se dégrader. Mais la mère de Jean-Philippe obtiendra une dernière faveur de cet homme, un mariage, pour donner à leur fils une reconnaissance légale, une filiation. Cet enfant portera à jamais le nom de Smet. C'était la dernière fois qu'ils se sont vus. Ensuite, ils se sont serrés la main et Léon est reparti vers de nouvelles aventures. Sur les marches de la mairie, Léon Smet abandonne une jeune femme de 24 ans et leur fils de 15 mois à peine. Le début de vie de Jean-Philippe Smet, finalement, est entièrement basé sur un drame intime. C'est-à-dire c'est le départ de son père biologique, et puis c'est aussi le fait que sa mère, Huguette, n'a absolument pas les moyens ni le temps de s'occuper de ce bébé. Elle est un petit peu perdue par cette situation, et c'est là qu'entre en jeu un personnage qui va être fondamental dans l'enfance du petit Jean-Philippe, c'est la grande sœur de Léon Smet. La tante du jeune garçon, Hélène Marr, remplacera finalement un père absent et une mère trop occupée par son nouveau métier de mannequin. Elle se prend très vite d'affection pour ce petit enfant. Le petit Jean-Philippe va venir de plus en plus souvent chez elle, passer une nuit de temps en temps, puis ça va être petit à petit de plus en plus. Il y a une relation très forte entre cette tante et le petit Jean-Philippe. C'est dans l'appartement de sa tante et de ses 2 cousines, dans le 9e arrondissement, que l'enfant grandit jusqu'à ce 28 mars 1945, où un nouvel événement vient bouleverser un début de vie déjà mouvementé. Dans une France en pleine épuration, le mari d'Hélène Marr est arrêté pour fait de collaboration et il est incarcéré. Hélène, à l'arrestation de son mari, se dit « je vais avoir des ennuis, j'ai intérêt à me faire oublier » et elle va décider de se mettre au vert, pour ne pas dire de fuir. Il se trouve que ces 2 filles, qui sont des jeunes filles, et seront des danseuses, ont trouvé un engagement à Londres. Voilà l'occasion rêvée. On va partir à Londres et on va emmener le petit Jean-Philippe. La mère du jeune garçon accepte de laisser partir son fils, qui va dès lors vivre une vie de bohème avec sa tante et ses 2 cousines. À Londres, ils sont dans une petite pension de famille délabrée. Une chambre pour 3 adultes et un enfant, avec un fil qu'on fait pendre à travers la chambre pour pendre le linge. On a entassé des couvertures dans les valises pour que le petit enfant puisse y dormir aussi. Ils avaient toujours des difficultés à joindre les 2 bouts. Vous savez, d'être sans papier, dans un pays étranger, artiste. Pour eux, je pense que ça a été vraiment une période difficile. Un contrat dans un grand ballet et de maigres cachets dans des cabarets permettront aux 2 sœurs d'assurer la subsistance de la famille. Le fait d'avoir Jean-Philippe bébé avec elle, ça les a aidés à tenir le coup, se battre pour s'en sortir, parce qu'il y avait le petit, il fallait donner à manger au petit, il fallait s'occuper de lui, ça a été un moteur pour elle.
C'est quand même le petit dieu de la structure. Il est très mignon, il a des bouclettes, voilà, c'est le roi. C'est la vie d'un enfant entouré de 3 femmes. Il récupère tout l'amour de ces 3 femmes. Sa tante, Hélène, fait clairement office de deuxième maman, semant dans la tête du jeune garçon une certaine confusion lorsque sa mère lui rend visite à Londres, en décembre 1946. Il n'a pas vu son visage depuis 1 an et demi. Au début, il est un petit peu perturbé parce qu'il avait fini par croire que sa mère, c'était sa tante, Hélène. Elle dit « Non, mais c'est moi ta mère ». Et il va lui répondre « Mais non, toi t'es trop jeune ». Elle est presque devenue une étrangère aux yeux de son propre fils. Elle est dépossédée de cet enfant. Une mère avec qui le lien semble rompu et un père aux abonnés absents. Il manque forcément au jeune garçon une figure masculine, forte, que le hasard va bientôt mettre sur sa route. Jean-Philippe traînait dans les couloirs de l'hôtel à cette époque-là, et il est tombé sur lui. Lui, c'est un jeune danseur d'une comédie musicale intitulée Oklahoma, l'État d'Amérique dont il est originaire. Il gardait souvent son habit de scène, donc un chapeau de cow-boy, un jean, des bottes de cow-boy, des chemises à carreaux. Tout de suite, ça a beaucoup intrigué Jean-Philippe. Mon père m'a dit, c'est marrant, la première fois que je l'ai vu, avant qu'il parle, j'ai cru que c'était un petit Américain qui habitait l'hôtel, parce qu'il ressemblait tellement à un petit Américain que je voyais en Oklahoma, chez moi. Dès lors, une relation d'amitié va naître entre le jeune garçon de 6 ans et Lee Ketchum, l'artiste américain au look de cow-boy. Il lui raconte les États-Unis, le Far West, les grandes plaines. Il parle avec l'accent américain, c'est le rêve américain incarné. Et le charme de ce jeune homme va également opérer sur l'une des cousines de Jean-Philippe. Lee Ketchum va très vite commencer à faire la cour à Desta, l'aînée des 2 cousines. Et là, il y a une chose qui change complètement la vie du petit Jean-Philippe, c'est qu'un homme entre dans la famille. Il s'est complètement rattaché à mon père tout de suite parce que c'est la seule image du père qu'il avait. Ils avaient tous les 2 les yeux bleus, ils étaient tous les 2 blonds comme les blés et ils se sont trouvés. Mon père l'appelait John parce qu'il transformait tout en américain. Il a eu toujours beaucoup de mal à se faire au français. Lee Ketchum, le modèle américain de Jean-Philippe, fait désormais partie de la famille et il en est même le moteur. Ces artistes-là vont monter un spectacle et qu'ils vont bientôt tourner à travers toute l'Europe. Mais maintenant, encore faut-il trouver un nom. Ils se réunissent autour de la table, ils cherchent, et c'est Lee qui pense au médecin qui a accouché sa mère et qui s'appelait Halliday. Ils ont changé le nom de Halliday en Halliday pour que ça fasse un peu penser aux vacances, aux holidays. Et c'est là qu'ils ont pris le nom de Hallidays. Les Hallidays présentent leur spectacle de music-hall partout en Europe. Dans cette nouvelle aventure, Hélène Marr compte cette fois donner une vraie place à son neveu. Elle a cette espèce d'obsession que son neveu devienne artiste. C'est pas tellement les cours de français et les cours de calcul qui lui paraissent le plus importants, mais c'est les cours de musique et de danse. Hélène voulait faire de tous les membres de la famille des artistes. Une voyante lui avait prédit qu'il y aurait une étoile dans la famille, et ça, il y croyait dur comme fer. Dans toutes les capitales où la famille s'installe, la tante lui trouve des professeurs. Professeurs de violon, professeurs de danse, professeurs de solfège. À l'âge où les enfants vont à l'école, Jean-Philippe va connaître, lui, sa première fois sur les planches. À l'époque, c'était pas mal à la mode de prendre des enfants en première partie des spectacles. Et mon père s'est dit, mais Banco, on lui a acheté une petite guitare.
Et il a commencé à faire les premières parties du spectacle des The Holidays. Comme au cirque, quand les enfants grandissent, on leur donne petit à petit une place. Et lui, il a pris sa place sur scène petit à petit. Et très vite, avec sa paire de bottes, son chapeau de cow-boy et sa petite guitare, Jean-Philippe Smet prend goût à la scène. Après plusieurs années passées sur les routes d'Europe, les tournées vont prendre fin pour la troupe des Hallyday. La famille retrouve alors l'appartement du 9e arrondissement de Paris et une vie beaucoup plus ordinaire. Jean-Philippe a grandi, mais il n'est pas encore vraiment habitué à son quartier, à ses codes. Les autres l'observent. Ils vont bientôt découvrir un type qui n'a pas fini de les étonner. Je voyageais dès mon plus jeune âge à travers toute l'Europe. Et je n'ai jamais pu m'établir dans un endroit stable, avoir des amis, jouer avec des enfants de mon âge, aller à l'école. Et peut-être que ces tas de choses-là, des fois, me gênent. Jean-Philippe Smet, désormais adolescent, doit s'habituer à une vie plus rangée à Paris. C'est une période assez difficile pour lui, parce que on pourrait dire ah bah il se pose enfin, ça va être mieux. Non, c'est le contraire. C'est parce que lui, la normalité, c'est d'être en mouvement. Il a passé les premières années de sa vie dans des coulisses, assis sur le côté à regarder. Et quand il doit vivre la vie normale, entre guillemets, la vraie vie, c'est là qu'il se sent inadapté. Je le vois encore en face de l'école rue Blanche, tout seul, en quête d'un ami. Et un jour, je traverse la rue, je vais vers lui et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Bah rien, je regarde à droite et à gauche. » Je lui dis « Tu veux qu'on marche un peu ?» Les deux garçons marcheront jusqu'au square de la Trinité, le lieu de rendez-vous des jeunes du quartier, où Jean-Philippe détonne quelque peu. Il nous paraît bizarre, du fait qu'il ne va pas à l'école. Il est marginal parce qu'il a encore ses petits costumes de scène. Il est carrément décalé par rapport à cette petite bourgeoisie du 9e, quoi. Le fait de ne pas avoir de vrai père est évidemment un handicap dans la société de l'époque. Il était arrivé de se faire traiter de fils de Boche. Il en souffre énormément. Il l'a très mal vécu, il ne comprenait même pas pourquoi il était rejeté. C'est en se réfugiant dans les salles de cinéma des grands boulevards que l'adolescent va trouver un échappatoire. À l'époque, on payait 1 franc et on restait autant qu'on voulait, voir toutes les séances de ciné qu'on voulait. C'est là qu'il a découvert ses idoles, Elvis Presley et James Dean. Il veut faire comme ses idoles. Quand on a 15 ans et que votre idole c'est Marlon Brando dans L'équipé sauvage ou James Dean, on veut faire comme eux. Il se regardait, il se repeignait dans le col comme ça, il cherchait ses attitudes. En fait, c'est son idole, Elvis Presley, qui va lui montrer la voie, celle d'une musique qui n'est pas encore à la mode à Paris. Le rock'n'roll, c'est une vraie passion. Il fait venir des disques des États-Unis. Il adapte des titres américains à la guitare. Je le vois jouer la guitare, répéter des journées entières, des heures entières. Il chantait très bien. Il fallait qu'il fasse quelque chose là-dedans. Je l'ai vu plusieurs fois s'entraîner devant un miroir en pied, avec sa guitare et les gestes. Hein, les mouvements de hanches, d'épaules, les jeux de jambes, ça m'avait impressionné. Il me dit, mais je m'entraîne pour la scène. Une belle gueule, un style travaillé, reste maintenant au jeune homme à se trouver un nom d'artiste. Un rocker ne peut pas s'appeler Jean-Philippe Smet, c'est pas possible. Lee Hallyday et sa cousine s'appellent les Hallydays. Il reprend tout naturellement le même nom. Le fait de s'appeler Johnny Hallyday, c'était devenu une force. Une force qui va lui permettre d'enregistrer son premier disque. Un 45 tours, chanté par celui que l'on présente comme un Américain de culture française. C'était du rock et c'était une musique
inconnu des Français ou des adultes. Donc il y a eu d'énormes problèmes pour la promotion. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de dire on va le présenter à Aimé Mortimer. Aimé Mortimer avait une émission qui s'appelait L'école des vedettes. C'est un peu le principe de Star Academy. Son émission consistait à inviter une vedette consacrée et elle leur faisait parrainer un jeune artiste qui démarrait et qui faisait sa première télévision. Aimé Mortimer me dit oh, il est bien et puis il est mignon. Je ne peux pas le prendre dans ma prochaine émission parce que Lynn Renaud vient et l'amène un danseur, mais je le prends dans l'émission suivante. J'étais très content. 3 jours plus tard, la présentatrice rappelle l'attaché de presse de Johnny Hallyday. On a un gros problème. Le danseur de Lynn Renaud s'est fait une entorse. Il faut donc que tu arrives très vite avec Johnny au studio. Le 18 avril 1960, sur l'unique chaîne de télévision, Lynn Renaud présente donc aux téléspectateurs son filleul de remplacement. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non? C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Timide, c'est un petit mot. Et il fallait qu'il fasse un effort terrible pour s'extérioriser. Et alors j'aimais beaucoup parce que sa timidité, il le portait dans son port. La tête est devant les épaules, un peu court, très timide. Les deux présentatrices s'amusent gentiment de ce grand échalas qui ne sont pas du tout dégourdis. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors c'est un produit moitié français, moitié américain. Aimé, elle me l'a présenté comme un Johnny Hallyday parce que son père s'appelait Hallyday. Est-ce qu'Aimé était dans la confidence? Je crois pas. Je crois qu'Aimé a été comme moi, naïve. On a cru qu'il était d'origine américaine. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il a oui, non, et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Lorsque Johnny Hallyday entame sa chanson, le jeune homme timide montre très vite une autre facette de sa personnalité. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'envêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Tout à coup, il y a un môme qui arrive avec sa guitare, qui se met à bouger comme un fou. Ça surprend énormément. C'est zéro faute, quoi. Il joue bien de la guitare. Il chante formidablement bien. Et il bouge sur une scène comme personne. Allez, C'est l'audace. C'est pas seulement la manière de bouger, parce que bouger, on peut bouger de n'importe quoi. Mais c'est l'audace. À ce moment-là, ça n'existe absolument pas. Il n'y a personne qui fait ça. À l'époque, les vedettes, c'est André Claveau, Georges Guettari, et tout d'un coup arrive cette bombe. À la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul. À vous de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Et la réaction du public ne va pas se faire attendre. Les standards sonnaient, ça n'arrêtait pas. J'avais les quantités de jeunes filles. Comment s'appelle-t-il? Comment on écrit son nom? Comment on peut avoir une photo? Quand est-ce qu'on va le revoir? Etc., etc. Et je me souviendrai toujours, à la sortie de l'émission, j'ai commencé à recevoir des lettres d'insultes. Mais alors, les mamans, les jeunes mamans, mais qu'est-ce que c'est? Comment osez-vous présenter ce fou? Dès le début, il y a mépris total de la part des adultes. Parce qu'évidemment, c'est une agression pour les adultes. Ce mec-là, c'est une agression terrible. Il y avait des gens qui trouvaient ça outrancier, et la jeunesse trouvait ça formidable. Hein. Plus on lui tapait dessus, et mieux c'était pour lui. Parce que justement, notre génération était une génération qui s'opposait à celle des parents. On leur disait, on en a marre de votre accordéon. Il savait qu'il avait plus une clientèle, des rapports profonds avec beaucoup de jeunes. Le reste,
C'était un peu... C'était un choc de génération. Un choc de génération qu'il incarne et dont il va devenir la cible. Au moment des premiers galas, parce qu'il y a eu des galas à galère, il s'est vraiment fait jeter. Les bouteilles de Coca-Cola fusaient dans la salle. La moitié de la salle se levait en criant au scandale, ou se bouchant les oreilles, dont Salvador. Salvador disait c'est pas de la musique, c'est pas de la chanson, ça ne devrait pas exister. Il a chialé de rage, mais il continuait. Puis petit à petit, ça fait une traînée de poudre. Ça s'est enflammé très très vite. Quoi qu'en pensent les aînés, Johnny est bel et bien en train de s'imposer. Et moins d'un an après son premier passage télé, c'est sur son nom qu'est organisé le premier festival de rock'n'roll à Paris. 5000 jeunes chauffés à blanc attendent leur idole. Il y va à fond tout de suite. À peine on lui dit « tu chantes », boum, il met les doigts dans la prise et hop, il éclaire le quartier tout de suite, lui. Et j'ai aménagé de les petits quartiers. Ah, c'est avec une bête de gens. Il a absolument, là, aucune pudeur. Là, il a aucune timidité. Il va au bout de ses gestes. C'est le seul qui est capable de tomber à genoux sur une scène, de se rouler par terre. Et je crois qu'il est en train d'inventer quelque chose. C'était tellement nouveau, c'était tellement impressionnant ce qu'il faisait. Il fallait oser quand même. Ça lui est venu tout seul, ça. Dans sa chambre, un jour, il était en train de jouer de la guitare et de répéter un morceau. Et il a commencé à se mettre un petit peu en arrière, comme ça, et à tomber sur le sol. La jeune génération adopte immédiatement la manière de bouger de celui qui exprime pour la première fois leur état d'esprit. C'était de la folie. Ils avaient envie de ça, parce qu'eux-mêmes, ils avaient envie de se rouler par terre, de crier, leur envie de vivre, leur envie de s'éclater, de sortir des carcans de l'époque, de sortir du moule. À tel point qu'ils vont casser les fauteuils. Les premiers sièges étaient cassés. On prenait les chaises pour se protéger, pour faire des boucliers. Ça s'est très très mal passé. C'est un artiste extrêmement viril. Le rock'n'roll, c'est pas de la berceuse non plus. Entre un personnage très viril comme Johnny Hallyday et la musique rock'n'roll, il y avait un mariage. Ça devait péter. La légende est en marche. Johnny Hallyday est né avec cette image de rebelle qui va lui coller à la peau. Il est l'espèce de porte-drapeau d'une jeunesse révoltée. Il mettait le feu partout où il passait. C'était un personnage de désordre. Il avait une rage de chanter, parce qu'il avait la même rage que tous ces jeunes. Il était comme toute cette jeunesse. Il avait envie d'exploser, de crier. C'est un écorché vif, Johnny. Il a toujours eu une rage en lui. Vous savez, quand on grandit sans la caresse d'un père ou d'une mère. Derrière l'image du mauvais garçon qu'il ne cesse de cultiver, se cache toujours en fait Jean-Philippe Smet. Malgré ses grosses épaules et la fureur avec laquelle il peut chanter une chanson, c'est un garçon très doux et très gentil et bien élevé. Ça n'a jamais été un voyou, Johnny. Dans la vie, il redevenait Jean-Philippe Smet, il me l'a dit souvent, mais sur scène, il était Johnny Hallyday. Alors, il me disait, des fois, je me dédouble. La vie de Johnny échappe totalement à Jean-Philippe. Si vous voulez, c'est une sorte de personnage romanesque. Jean-Philippe Smet, c'est le gamin blessé. Johnny Hallyday, c'est l'artiste flamboyant. Ça fait partie totalement de la dualité du personnage. Johnny Hallyday contre Jean-Philippe Smet, comment vivre avec ce dédoublement? 2 histoires pour un seul homme. Et une question identitaire, le chanteur est-il vraiment américain comme le prétend sa maison de disques? D'une manière habile, une star de l'époque ne va pas tarder à mettre Johnny face à son mensonge. Nous sommes en septembre 1961. Passionné d'équitation, Charles Aznavour pense avoir trouvé en Johnny le bon partenaire pour une balade à cheval. Il avait vécu dans un ranch, moi je voulais bien l'admettre. J'avais les chevaux, je lui ai dit on va aller faire un tour à cheval, il m'a dit avec plaisir. Et on est parti.
a fait 4 heures de cheval. 4 heures. J'avais un terrain pour ça, j'avais 20 hectares, avec des montées, des descentes, etc., etc. À l'issue des 4 heures de promenade, le jeune chanteur montre des signes d'épuisement. Il a fait « Ah !» Il avait le dos en sang. Et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il m'a dit « C'est la première fois que je fais du cheval. » Mais j'ai dit « Mais t'as donc pas vécu dans un ranch ?» Il m'a dit « Non. » Mais j'ai dit il faut dénoncer ça parce que ça va te rester sur les épaules toute ta vie. Alors qu'est-ce que je dis? Tu dis que c'est ta maison de disques qui a voulu faire une publicité avec ça. Mais la leçon de Charles Aznavour va-t-elle être retenue? Quelque temps plus tard, Johnny Hallyday est une nouvelle fois interrogé sur ses origines. Vous avez un nom de consonance américaine. Vous êtes américain? Non, non, je ne suis pas américain. Ma mère est française et mon père est belge. Johnny a mis du temps, beaucoup de temps, avant justement de se livrer et de s'expliquer, de dire qui il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. On a appris qui était son père, on a appris qui était sa mère, quelle avait été sa trajectoire. Ça lui a apporté beaucoup plus que s'il s'était enferré dans ce espèce de gros mensonge d'un chanteur américain. Alors pourquoi Hallyday? Parce que c'était le nom d'artiste de mes parents qui faisaient un couple de danse, ils s'appelaient les Hallydays, dont mon cousin Germain dansait, et lui il est américain. Alors pour continuer, j'ai continué avec le nom Hallyday. Ça vous a porté chance, il faut le dire. Difficile encore pour Johnny de raconter simplement son enfance, ses parents absents et ceux qui les ont remplacés. À 18 ans, malgré la célébrité, l'idole des jeunes garde une grande part de timidité. J'ai servi d'intermédiaire, j'ai été draguer des filles pour lui, c'est sûr. J'aimerais bien rencontrer cette fille, je sais pas, j'ai la trouille, j'y arriverai pas. Bon, on y va pour lui, on fait les présentations. C'est un grand sentimental. Fragile avec les filles aussi. Carapace d'acier, mais l'intérieur, il y a une petite fleur bleue. Quand il est avec une fille, dans sa tête, il est avec elle pour la vie. Johnny s'étendait en plein romantisme. Hein. Il ne trouvait pas toujours la réciprocité chez la fille. Très romantique, quand même. Il a une image, en fait, de la femme qui est complètement idéalisée. Peut-être parce qu'il n'a pas vécu avec sa mère. Donc, et comme il n'a pas eu sa vraie mère à côté de lui, il s'est peut-être créé une image imaginaire de la femme. Et donc, à chaque fois qu'il rencontre une femme, il tombe amoureux facilement. Et à chaque fois, il pense que c'est celle-là. Le 27 septembre 1961, Johnny assiste à un concert à l'Olympia. Et ce soir-là, c'est une jeune chanteuse qui va retenir son attention. Elle est mignonne. Elle a ce petit air ingénu et en même temps, c'est une jolie fille. Donc, qui ne craque pas pour ce genre de personnage? Johnny Hallyday se trouve à côté d'Eddie Vartan, qui est un musicien bien établi dans le monde des studios. Et puis il dit « Oh, elle est pas mal, cette petite blonde, je me la ferai bien. » Et Eddie Vartan ne dit rien. Et puis la fille termine son spectacle et elle vient droit vers Eddie Vartan, qui la présente à Johnny Hallyday, qui dit « Je te présente ma sœur. » C'était Sylvie. Après ce premier contact, maladroit avec Sylvie Vartan, le hasard va lui donner une occasion de se rattraper. Quelques mois plus tard, à l'occasion d'une tournée d'été dans le sud de la France, son ami Jean-Jacques Debout, qui assure la première partie, lui propose de se joindre à un dîner. Il me dit « Oh oui, bah, si tu vas, ça me fait plaisir d'y aller. » Je lui dis « Il y aura Sylvie Vartan qui va venir avec son frère. » Et ah bon En réalité, Jean-Jacques Debout ne sait rien de l'attirance de Johnny pour Sylvie. Il espère lui-même la séduire. J'ai installé Sylvie devant Johnny. Moi, je me suis mis à côté de Sylvie. Et puis, pendant tout le dîner, il ne me parlait plus. Je lui posais des fois des questions sur lesquelles il ne me répondait pas. Il y en avait que pour Sylvie, c'est-à-dire il regardait que Sylvie, il la fixait comme ça. Là, moi, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et puis elle aussi, je voyais qu'elle était un peu... Elle n'était pas comme d'habitude.
Elle se rend compte que ce type qui est tellement célèbre est un timide extraordinaire, et c'est le côté timide de Johnny qui va la séduire. Oui. J'aimais beaucoup Sylvie, je m'en suis jamais caché du reste. Et je suis parti à l'anglaise et j'avais laissé une lettre à Johnny. Je lui marquais « Je pense que tu n'as plus besoin de moi dans cette tournée. Sylvie sera très bien pour me remplacer. Je vous embrasse, Jean-Jacques. » En faisant la rencontre de Sylvie Vartan, Johnny vient de trouver son double, l'amour absolu dont il rêvait. Pour les médias aussi, c'est un couple rêvé, la rencontre de deux idoles. Quand il rencontre Sylvie, tout d'un coup, ça devient Johnny et Sylvie. C'est deux adolescents qui sont couverts de succès, d'argent, qui sont beaux, qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Elle aussi a très vite réussi. Elle était son pendant féminin. Leur vie ne leur appartient plus du tout à partir du moment où ils sont en couple. Mais en même temps que ces deux-là soient ensemble, bon, alors ça, si vous voulez, aucune attachée de presse aurait rêvé d'un truc pareil, quoi. C'était inimaginable. C'est en octobre 1963 que Johnny et Sylvie vont rendre publique leur histoire devant les caméras de télévision. D'abord, est-ce que vous avez vraiment l'intention de vous fiancer? Ah. Oui, enfin, on n'a pas l'intention puisqu'on l'est déjà. Oui. C'est fait? Oui. Vraiment? Oui. Officiellement? Oui. Ça ne vous gêne pas d'avoir, en quelque sorte, pris Johnny et ses admiratrices? Je ne l'ai pas pris parce que on ne sait plus mutuellement, alors je n'ai pas du tout pris. Quand vous serez marié, vous n'avez pas peur de vous embourgeoiser un peu? Je suis pas encore marié. Non? Dans combien de temps? Je sais pas, j'ai encore mon service militaire à faire. Un service militaire à faire. Pendant plusieurs mois, il va donc devoir mettre entre parenthèses sa carrière et son histoire avec Sylvie Vartan. Comme son idole Elvis Presley aux États-Unis, Johnny Hallyday ne va pas échapper à ses obligations militaires. Comme Elvis, il ne va pas non plus échapper à la médiatisation de son nouvel uniforme. Moi, je ne suis pas pour l'armée, personnellement. C'est-à-dire, je ne suis pas pour la guerre. Mais je pense que faire son service militaire quand dans la vie, on n'a pas eu grand-chose, je pense que c'est un bien, car en 18 mois, on peut retrouver un peu l'ambiance d'une famille. Unis par le mariage. En 1964, l'incorporation du sergent Smet en Allemagne est un événement pour l'intéressé et un formidable vecteur de communication pour l'armée. Quand il arrive à l'armée, ok, c'est plus Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smet. Il fait ce que les gens attendent de lui à ce moment-là. Il faut qu'il soit le gentil militaire qui fait le boulot. L'armée va le filmer, va montrer les images de l'appelé Jean-Philippe Smet à l'armée. Mais en parallèle, il est bien conscient que cette image-là du bon petit soldat Smet, ça sert son image. Adieu la vie, adieu. Ça lui a donné une image civique. Ça veut dire qu'il est devenu un modèle pour les jeunes, dans le genre, moi je suis à l'armée, je suis un militaire, j'ai gagné du galon, je me fais respecter des autres, faites la même chose. Il est bien fini le temps où Johnny, c'était Johnny le sulfureux, là maintenant c'est Johnny presque le gendre idéal. Le gendre idéal, une image plus sage confirmée un an plus tard, à l'occasion d'une permission. Le 12 avril 1965, la France entière a les yeux rivés sur le petit village de Loconville dans l'Oise, où Sylvie Vartan s'apprête à devenir Madame Smet. Il y avait les fans de Johnny, les fans de Sylvie, qui leur ont sauté dessus. Ça devient une foire, mais immédiate, quoi. Elle, on lui marche sur sa robe, on lui arrache son voile. Il y a eu une grosse mêlée. J'ai perdu une chaussure ce jour-là. C'était entre l'émeute et le triomphe. Johnny décide d'épouser Sylvie, sans doute parce que c'est inscrit au fond de lui ce désir de normalité. Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici présente? Oui.
À 15-16 ans déjà, il parlait sans arrêt. Dès qu'il voyait une fille, il disait « je vais l'épouser ». C'était quelque chose de très important. Réussir son mariage, c'était l'assise familiale qu'il n'avait jamais eue. Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Johnny était heureux aussi d'épouser un cercle familial. Sylvie avait une vraie famille construite derrière elle. Il y avait son frère, Eddie Vartan, il y avait sa mère, Néné. C'est une fille qui vient d'une famille très unie, elle est très proche de son frère, elle a fui la Bulgarie avec ses parents. Et toute cette légende autour, qui pour le coup est vraie cette fois, c'est pas la légende américaine de Johnny, ça le touche. Le clan Vartan, c'était un clan extrêmement structuré traditionnellement, donc ça l'a beaucoup séduit. Du côté de Johnny, ni son père, Léon, ni sa mère, Huguette, ne font partie des invités de la noce ce jour-là. Il y aura bien sûr Hélène Marr, Desta, mais Huguette, on a l'impression qu'elle est mise à l'écart. Le 12 avril 1965, 10h30. La mère de Johnny vit en fait le mariage de son fils à distance, à 700 km de là. Sa mère a refait sa vie, elle s'est remariée, elle a 2 autres enfants, elle s'est installée à Montélimar et c'est dans son salon qu'elle voit son fils épouser Sylvie Vartan, comme la France entière. C'est vrai que c'est difficile à concevoir, mais ça montre encore une fois la vraie coupure qui s'est établie au cours de cette enfance entre les parents biologiques de Johnny et puis la famille qui l'a élevé. Cependant, Johnny n'a jamais vraiment coupé le contact avec celle qui l'a mis au monde. À un moment, il va revoir sa mère quand il va commencer à faire des tournées. Johnny me dit un jour, viens, on va déjeuner chez ma mère. Alors là, vous pouvez vous imaginer comme j'étais stupéfait, ta mère. Oui, elle habite dans le coin, elle est mariée, il y a mes demi-frères. Il voyait sa mère qui avait refondé la famille qu'elle n'avait pas fondée avec lui. Donc il voyait sa mère en famille, mais ce n'était pas sa famille. Après ce mariage médiatique, il reste encore quelques mois de service militaire à Johnny. Il réintègre alors sa caserne en Allemagne, sans se douter qu'il va recevoir bientôt une visite qu'il n'attendait plus. Il y a le commandant qui appelle l'appelé Jean-Philippe Smet et qui lui dit il y a ton père qui est à l'entrée de la caserne. Donc évidemment, Johnny est stupéfait. Il explique qu'il n'a pas de père, mais on lui dit c'est un ordre, vas-y. Il arrive devant la caserne et il voit ce grand type dans un long manteau qui l'attend avec un ours en peluche dans les bras. Johnny est un peu interloqué et c'est d'abord très froid. Très froid, il se regarde. Et puis finalement, le père dit « Tu m'as pas invité à ton mariage, c'est pas sympathique. Et il dit « Tiens, pour des cadeaux de mariage, je t'offre une peluche. » Et pour ses retrouvailles avec son fils, 21 ans après l'avoir abandonné, Léon Smet n'est pas venu seul. Derrière la voiture étaient cachés 2 photographes qui prennent des photos. Et en fait, Léon Smet, pour des raisons purement pécuniaires, avait négocié ces photos avec un journal à scandale, les retrouvailles de Johnny avec son père devant la caserne. Lorsqu'il est contacté par France Dimanche pour aller en Allemagne à la rencontre de son fils, c'est un vagabond. C'est un vagabond qui boit énormément, sans aucun doute. Il vit dans la rue, il fait la manche. On l'a aidé au maximum, vous voyez. On lui a donné de l'argent de poche et on l'habille complètement. Costume, chaussures, on l'amène chez le coiffeur, on lui fait prendre une douche, enfin tout, quoi, pour en faire un homme impeccable. Léon Smet, il a exploité la célébrité de son fils. C'est une horreur, c'est une horreur. Johnny en parle comme une chose terrible, quelque chose qui l'a brisé.
Je pense qu'il a toujours espéré que son père allait venir et le prendre dans ses bras et lui dire « je suis fière de toi ». Et en fait, il n'y a pas eu de geste d'amour. C'est une scène d'une rare violence que Johnny vient de vivre. Un père qui revient et qui l'abandonne une deuxième fois. La blessure s'installe, sourde, silencieuse pour le moment, mais cette question de la filiation va très vite réapparaître. Léon a disparu, une fois de plus, mais Johnny, lui, va accueillir David, son fils, une découverte, un rôle de père dont il ignore tout. Nous sommes le 15 août 1966. Johnny Hallyday rentre à la hâte d'un concert en Italie pour découvrir son fils, né 24 heures plus tôt. Je vois Sylvie, je vais l'embrasser. Et Johnny était là, dans ses petits souliers. Et je voyais qu'il était un peu angoissé. Il dit, tu te rends compte, j'ai un fils, mais comment je vais faire? Mais je vais pas être souvent à la maison. Ce terrible sentiment, finalement, d'être comme son père, d'être incapable d'assumer ses responsabilités, d'être incapable d'être un époux fiable, d'être incapable d'être un père, c'est quelque chose qui lui fait mal. Je sais que Sylvie est fatiguée. Maintenant, vous repartez, vous ne restez pas à son chevet? Malheureusement, non, je chante ce soir à Venise. Il faut partir tout de suite, alors? Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Oui. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Heureux papa, bien sûr. Merci, au revoir. Et merci. Merci. Johnny repart sur la route. Dans les semaines qui suivent la naissance de son enfant, il n'est pas plus présent. Et Sylvie Vartan va finir par craquer. Entre Sylvie et lui, c'est la crise. Et dans ce contexte-là, Sylvie Vartan lui annonce qu'elle demande le divorce et qu'elle veut partir. Entamer une procédure de divorce, et là, c'est son monde qui s'écroule. De retour d'un concert à Londres, Johnny retrouve le domicile familial vide. Sylvie vient de le quitter avec David, âgé d'à peine 1 mois. Ce jour-là, il est à la maison. Gilles Paquet, son attaché de presse, et puis quelques amis l'attendent parce qu'il y a un spectacle, il doit partir en spectacle. Et Johnny est dans la salle de bain, et Johnny ne sort pas de la salle de bain. Il ne sortait pas. Tiki Olgado, qui était son secrétaire de l'époque, Gilles Paquet, son attaché de presse, ont tambouriné à la porte, on finit par la défoncer. On le trouve couché par terre avec du sang partout. Il a bu de l'éther, il a avalé des barbituriques et il s'est taillé les veines. Il était dans les vapes, pas vraiment inconscient. Le médecin personnel du chanteur doit rapidement le faire évacuer, et cela sans alerter les fans qui attendent en permanence au pied de son immeuble. Il fallait absolument qu'on le sorte incognito, et donc on a fait vider les escaliers et tout, et on l'a mis par le sous-sol, on l'a mis dans le coffre de la voiture pour l'amener dans une clinique. Il y a eu un moment difficile de dépression, plein de soucis, la famille, le boulot. Il y a un moment où n'importe qui peut craquer, quoi. Et, trouvant pas de solution, faire cette tentative. Il était dans un cercle vicieux où il n'avait pas le temps de s'arrêter, de se poser les questions, de savoir ce qu'il voulait faire de sa vie, qu'est-ce qu'il voulait vraiment avoir, comment il voulait vivre. Et il s'est juste arrêté un matin, un quart d'heure, assis sur le lit. Et au lieu d'enfiler son costume, au lieu de faire les gestes qu'on lui demandait, il en a fait d'autres. Johnny va alors passer 3 semaines en cure de repos pour tenter de soigner son mal-être. Au début, j'ai eu peur parce que j'avais pas tellement l'habitude de cette vie de famille. Et puis quand j'ai vu ce petit bambin, David, j'ai eu la trouille, quoi, il faut le dire. J'étais dans un moment critique de ma vie, où rien n'allait bien, justement. Fatalement, Sylvie Vartan va le voir à l'hôpital. Fatalement, il lui dit qu'il l'aime.
elle est amoureuse aussi et l'histoire reprend. C'est un rapport, j'ai l'impression, un peu sadomaso, c'est-à-dire ils se font du mal, mais ils ne peuvent pas se séparer. Quand il avait un gros problème, qui l'appelait à 3 h du matin? Sylvie. Personne d'autre. C'est sa maman. Johnny a très vite repris le rythme des tournées. Et le scénario se répète à l'identique, chaque soir. La scène, un chanteur en sueur regagnant les coulisses, et une nouvelle nuit d'excès. Après le tour de chant, en général je finis mon tour de chant vers minuit et demi. Je ne ressors jamais avant 2 h du spectacle parce que entre minuit et demi et 1 h 30, il me faut 1 heure pour récupérer. Ensuite je m'habille et puis on va dîner avec les musiciens. Après le concert, c'est un petit peu comme la 3e mi-temps, quoi. Donc c'est vrai qu'on reste ensemble. On reste ensemble, Johnny aime bien, on boit des verres ensemble et on continue un petit peu la fête jusqu'à temps que ça se calme et qu'on aille tous au lit. Le plus tard possible. En général, dans toutes les villes, il y a un club qui reste ouvert pour nous, alors on y va. Puis on boit un verre jusqu'à, je sais pas, des fois 5 h du matin, des fois 6 h, des fois 7 h. Puis on rentre se coucher. Et le lendemain, on recommence. Il aime la nuit, il sort la nuit, c'est une bête de la nuit. Il est très bien avec la nuit. Il se réfugie dans la nuit. Et j'ai l'impression que la nuit, ça devient plus sa vie privée, à lui. Sa part de secret. Un refuge, une part de secret et une forme d'abandon également. Il va dans les boîtes, là il y a des femmes, il y a de la boisson. Comme tout grand timide, l'alcool ça désinhibe. Alors effectivement, là il y a des excès. Hein, les excès, mais il n'est pas le seul, ils sont tous dans les excès. Mais lui, il est le plus excessif des excessifs là. Alors il prend tout ce qui passe. Johnny, à 30 ans, c'était extraordinaire, la beauté, l'allure, la classe. Il avait tout. Il drague pas, hein. Je n'ai jamais vu Johnny draguer. Hein. Elle se précipite sur lui. Et pourtant, il reste toujours chez lui un vide immense à combler. C'est un angoissé, Johnny. Donc il a besoin, la nuit, de la meubler. Les boîtes de nuit et tout ça, c'est l'anti-solitude. Johnny déteste la solitude. Il la déteste, il la craint comme la peste. Il faut qu'il ait une présence affective autour de lui. Ça, c'est très important. C'est très étrange, ce sentiment de solitude qui l'habite. C'est marrant, il peut être très entouré et se sentir très seul. C'est quelque chose qui, peut-être, qui vient de son enfance, c'est viscéral. Il ne veut pas qu'on l'abandonne une deuxième fois, peut-être. Il est toujours quelque part en lui. Il a une part sombre, très sombre. Il a ses démons. Et la nuit, c'est là où il fait ses expérimentations. C'est là où il se met en danger, souvent. Une mise en danger qui se traduit par des courses-poursuites, au volant de sa voiture, à l'issue de ses virées nocturnes. Il va se référer à la devise de James Dean qui était « Il faut vivre vite, la mort vient tôt ». Johnny, il a la fureur de vivre, il l'a toujours eu. Il conduit comme un fou, à fond la caisse. Il a cassé les plus belles voitures du monde. Il les a toutes cassées. Même si c'est une Rolls, c'est toujours le pied au taquet. Il aime avoir des frissons. Il a eu très souvent besoin de flirter avec la mort. Vous avez affaire à un être qui est habité par une énergie inouïe, une boule de feu, une boule d'énergie, et qui veut embrasser la vie de toutes les manières. Le plus dangereux pour lui-même, c'est Johnny, ça c'est sûr.
Parce qu'il n'y a pas de limite, lui. Il n'y a aucune limite, jamais. Celle qui l'accompagne dans cette vie débridée ressemble étrangement à Sylvie. C'est en réalité l'une de ses choristes. Elle est américaine. Elle s'appelle Nanette Workman. C'est Johnny en femme, avec les mêmes excès, la même folie. Il y a compétition entre les deux. C'est avec elle qu'il faisait le concours de celui qui allait dormir le moins. C'était à qui irait le plus loin dans la drogue, dans les défis. Ils boivent, ils se droguent, ce qui fait qu'au lieu de chanter à 9 h du soir, chaque soir, il va chanter parfois à 1 h du matin, 2 h du matin. Il m'a raconté qu'un jour, il s'est regardé dans le miroir, qu'il était gris et qu'il a dit que c'était fini, qu'il arrêtait. Alors, dans un réflexe de survie, Johnny met fin à une passion destructrice avec sa choriste qui aura duré plus d'1 an. Johnny est un animal qui a un instinct de conservation extraordinaire. Quand il était proche de l'abîme, il avait toujours une sorte de sagesse qui lui disait qu'il pouvait tomber mais qu'il fallait pouvoir se relever. En menant cette vie d'excès, Johnny Hallyday s'est brûlé les ailes. Il a abîmé sa carrière et a détruit sa vie de famille car lassé d'attendre un homme incapable de se poser, Sylvie Vartan s'est éloignée avec leur fils David. Cette distance n'est pas sans fragiliser le chanteur qui va subir une nouvelle épreuve à la fin de l'année 1972. Le 7 décembre, sa tante Hélène, la femme qui l'a élevé et l'a poussé à faire carrière, disparaît à l'âge de 84 ans. Pour Johnny, ça a été vraiment un gros choc. Une immense tristesse. Il l'adorait. Hein. C'était l'encre à laquelle il s'accrochait sur le plan affectif. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément compté dans sa vie. C'est son image maternelle, clairement. Et plus que ça, puisqu'il n'avait pas de père. Donc c'est son image d'autorité et d'amour. Quelqu'un qui savait lui dire non, qui savait lui dire stop. S'il y a une personne qui a fait de Johnny Hallyday, c'est bien elle. C'est après la disparition de cette figure tutélaire que Johnny va tenter de tisser un lien avec le grand absent de sa vie, son père. Ils vont se revoir. Johnny va essayer même d'installer son père, de lui louer un appartement. Il me dit, tu sais, mon père va venir habiter Paris. Je lui ai trouvé un studio, je l'ai meublé, c'était un super truc, quoi. Et puis un jour, il me dit, écoute, il faut qu'on habille mon père. C'est là donc que j'ai rencontré son père. J'avais l'impression de voir Johnny vieux. Ce qui m'a étonné, c'est surtout que la célébrité de son fils n'avait pas l'air de le toucher et n'avait pas l'air non plus de lui faire plaisir. C'était une espèce d'indifférence, quoi. Et pire encore, car quelques semaines plus tard, Léon Smet met le feu à son appartement et se débarrasse des cadeaux de son fils. Il a vendu toutes les chemises, les pantalons, les chaussures, tout ça. Et il est reparti en Belgique faire le clochard. Johnny était prêt à tout pour avoir son père, indéniablement. Mais c'est l'autre qui n'était pas prêt à tout. Hanté par cette nouvelle blessure, le chanteur va solliciter celui qui a été le témoin direct de ce rejet, son parolier. Il me dit, finalement, ça serait bien de faire une chanson sur ce père que j'ai pas eu. Alors j'avais écrit, je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister, je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. Le seul homme
en qui j'aurais cru. Ce père que je n'ai jamais eu. Et quand la chanson a été terminée, il a été vraiment bouleversé. Dès lors, pour rien au monde, Johnny ne voudrait commettre les mêmes erreurs avec son fils David. Mais peut-il vraiment y échapper ? Il a été aussi, lui aussi, au départ, en tout cas, un père un peu absent à cause de son métier. Mais bon, quand on est un voyageur comme lui, on est toujours sur les routes, bon, on donne un coup de téléphone de temps en temps, on envoie un jouet, ou c'est pas facile. Et c'est d'autant moins facile que David vit à Los Angeles, avec sa mère. C'est-à-dire que Sylvie a toujours très protégé David. D'abord parce qu'elle avait peur des excès. Sylvie a décidé de partir et de mener une autre vie. Ils s'étaient séparés, retrouvés, chacun finissait par vivre sa vie de son côté. C'était devenu très dur pour tous les deux. C'est elle qui a préféré s'en aller. En 1979, comme pour rappeler à son fils à quel point il compte malgré la distance, Johnny monte un spectacle inspiré de la passion de David pour la science-fiction. Il y avait des effets avec des lasers. Il y avait un vaisseau spatial, une sorte de lemme qui descendait d'une autre planète. Et puis, on avait eu l'idée avec les musiciens de faire venir David. Et Johnny, il était absolument au courant de rien. Le soir de la dernière, alors qu'il s'apprête à chanter le titre final, Johnny est surpris par un détail. Johnny commence à écouter l'intro et il y a quelque chose qui fait qu'il ne reconnaît pas tout à fait la façon de jouer de son batteur. Il y a eu changement de batteur, il ne s'en est pas aperçu, il s'est retourné, c'était son fils qui était batteur. Il s'est bien débrouillé, quoi, David. Il était mort de trouille, mais il l'a fait quand même, quoi. C'était une bonne surprise, je pense, pour les deux. C'était plutôt attendrissant. Inutile de vous dire que ça fait un tabac exceptionnel. Et il est très fier et étonné parce qu'il ne pense pas que David a ces qualités-là. Johnny a toujours eu, même avec son fils, énormément de pudeur. On retrouve le Johnny originel, toujours un peu introverti, et il était toujours un peu mal à l'aise avec David. Il a eu un rapport avec David plus de copains et de frères que de père et de fils. D'abord, il ne savait pas comment faire. C'était tôt, il n'avait pas eu de modèle, il ne savait pas comment on faisait avec un enfant. Pas facile de jouer le rôle du père quand on n'a pas eu de père. Il a fallu que Johnny improvise. Ça n'a pas dû être évident pour lui d'improviser. Une parenthèse familiale heureuse de courte durée, car David repart avec sa mère à Los Angeles et l'année suivante, la séparation avec Sylvie Vartan est cette fois officialisée par un divorce. S'ouvre alors une période professionnelle plus difficile. Johnny se perd dans des spectacles que le public n'attend pas et c'est au moment où il cherche à rebondir qu'une rencontre va justement lui ouvrir d'autres horizons. Johnny va changer grâce à une femme. Nous sommes en mai 1982. Le chanteur enregistre pour la télévision une séquence dans laquelle il incarne un détective face à une femme fatale. Les Carpentiers me disent
qui vous voyait face à lui. Je dis, mais il faut aller chercher une vraie actrice, et qui ne soit pas du tout l'équivalent de ce qu'est Hallyday. Il est là? Salut, ma jolie. L'actrice que l'on a choisie, Mon pauvre Johnny. à l'opposé de Johnny, 5 ans de pénitencier. n'est autre que Nathalie Baye. C'était dur. Bah, c'est pas une rockeuse, hein, et c'est pas une groupie. À cette époque-là, Johnny boit certainement un peu plus que normal. Elle, non. Fume un peu plus que normal. Elle, non. Pour lui, c'était une intello très élégante, loin des femmes qu'il connaissait. Elle vient d'ailleurs, elle a fait des études pour devenir comédienne. Elle a déjà un très beau palmarès. Vous savez très bien que les contrastes s'attirent. C'est difficile de rester seule pour une femme sans défense. Comme moi. Alors tu seras pas surpris si je t'apprends qu'il y a eu des petits changements dans nos existences. Par exemple? Ils font ce duo et ça se passe très bien. Et à la fin de l'émission, elle vient remercier Johnny dans sa loge pour lui dire au revoir et il lui demande ce qu'elle fait ce soir. Et elle lui dit qu'elle ne sait pas et il l'invite à dîner. Il est venu la chercher dans une énorme limousine qui rentrait pas dans sa rue. Et ça allait pas du tout avec l'état d'esprit de Nathalie Baye, qui est très discrète. Et il était mal à l'aise, il savait pas comment faire. Dans les semaines qui suivent, les proches du chanteur remarquent une transformation radicale. On a vu le changement fondamental qui s'est effectué. Sur coup, on avait un Johnny avec les cheveux courts, avec des lunettes, qui lisait des livres. Ça, c'est sûr que le look de Johnny a changé, ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, il a le pantalon un peu large, les dockside, le petit t-shirt qui va bien, la petite veste qui va bien, il se coupe les cheveux, il reprend sa couleur naturelle. Il était moins rocker pur et dur, quoi. Il était plus sophistiqué. Il se laisse faire parce que je pense qu'il sait qu'il en a besoin. Je sais qu'il a besoin de ce break, il a besoin de changer, voilà. C'est quelqu'un qui a des mus et qui a l'intelligence de suivre des personnes instinctivement et de faire des choix de vie où il change radicalement les choses. Et effectivement, comme un serpent, il laisse des peaux derrière lui et il change physiquement aussi. 18 mois après leur rencontre, tous les journalistes attendent une déclaration de la star à l'occasion d'un heureux événement. Pas de déclaration à faire. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, oui. Très bien, c'est une petite fille qui pèse 3 kg 950 grammes. Et elle s'appelle Laura, voilà. Elle s'appelle Laura, mais elle porte également le prénom de la mère de Johnny, Huguette. Quand naît Laura, les rapports de Johnny avec sa mère ne sont plus du tout ce qu'ils étaient au moment de la naissance de David. C'est grâce à Nathalie Baye que Johnny Hallyday tente de solder les comptes du passé. Pour elle, il a chassé ses vieux démons et s'est installé à la campagne, loin des tentations parisiennes. Il était très très amoureux d'elle. Et Nathalie avait ce sacré caractère. Une femme qui, au fond, ne le contrôlait pas. Il n'est pas contrôlable, mais disons, lui apportait une vie plus régulière et plus cadrée. Nathalie a fait un cocon autour de lui. Elle a voulu lui créer une vie familiale, une vie très réglée. On se couche tôt, on dîne en famille. Il va moins sortir, ça c'est assez rare pour être souligné. Il va renoncer à certains de ses copains. C'est vrai qu'on se voit moins à cette époque-là. Ça lui est sans doute salutaire d'essayer de voir le jour se lever, non pas en allant se coucher. Cette nouvelle vie, un peu monacale, se prolonge l'été dans la Creuse, dans la maison de la comédienne. C'était en pleine forêt, ils étaient loin de tout, il y avait juste un petit village à côté. C'était amusant parce que quelquefois quand Johnny s'échappait un peu, il allait au café du village. Un endroit où il pouvait téléphoner tranquille, déconner, appeler ses potes, où il m'appelait moi. Et
Il racontait, voilà, je suis dans la Creuse, mais voilà, c'est super, je me repose, c'est bien. Bon, quelquefois il s'ennuyait un peu. Mais c'est effrayant de dire je m'emmerde. C'est sûr, quand on passe 3 semaines en Creuse, arrive un moment où ça doit être un peu pesant. Lire des romans à longueur de journée et rien faire, c'est pas Johnny. Johnny, il faut qu'il bouge, et puis qu'il y ait des copains qui passent. Et la transformation qui s'est amorcée n'est pas terminée. Nathalie Baye entraîne Johnny dans son cercle d'amis et elle va lui présenter le réalisateur Jean-Luc Godard. Le premier désir artistique de Johnny Hallyday, c'était pas de devenir chanteur, c'était de devenir comédien. Johnny Hallyday est fasciné par le monde du cinéma. Faire un film avec Godard, pour lui, c'est un événement, quoi. Ça représentait une concrétisation de ce qu'il voulait faire au cinéma et pas les espèces de nanars qu'il avait fait auparavant. Alors là, ça devenait d'un seul coup très sérieux. Seulement, sera-t-il à la hauteur, sera-t-il crédible dans ce film plus exigeant? Johnny s'interroge. C'est pas mal pour Johnny Hallyday d'aller tourner dans un Godard, même si apparemment il était parfois un peu interloqué par la façon dont Jean-Luc travaillait avec eux. Nathalie a dû beaucoup l'aider. Elle a dû beaucoup l'aider, mais il y avait quand même des scènes où il ne savait pas ce qui tournait, parce que ça, c'est aussi lié au scénario. Une scène où Johnny est sur l'épaule de Nathalie, où il récite le Cantique des Cantiques. Alors ça, c'est complètement plus que surréaliste. Allez, vite, vite. Va chercher tes affaires. Je t'appelle à 10 heures. Ce film a contribué assez furieusement à transformer son image, la perception que les gens avaient de lui. Parce que brusquement, il était adoubé par l'intelligence du cinéma. Donc c'était une nouvelle étape de sa vie qui commençait. Il acquiert un statut qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent et qui est incontestablement un parfum de revanche pour lui. Le gamin qui est jamais allé à l'école comme les autres quand il était enfant. Et pour la première fois, il devient quelqu'un de branché. Quelque temps plus tôt, pour relancer sa carrière musicale, sa compagne lui a également fait rencontrer un compositeur à succès. C'est Nathalie Baye qui lui a présenté Michel Berger. Elle était très amie avec France Gall. Johnny a adoré Michel. C'était pas son univers musical. Et en fait, vu tous les succès que Michel avait composés, ça devait l'inspirer, ça devait le stimuler. Johnny lui a demandé 1 ou 2 chansons et Berger lui a dit non, je te fais l'album entier ou je fais rien. En janvier 1985, ce sont 2 univers opposés qui se retrouvent en studio. Je me souviens qu'à la fin, tu fais moi Loverman, je connais. Donc je pense pas qu'il faut les Loverman à chaque fois. Enfin, je pense qu'il faut. On va les faire à chaque fois. Voilà. On va les faire à chaque fois et on s'en souvient. On fera une fois sur 2. Ouais. Tu vois? D'accord. C'est assez surprenant parce que c'est un petit peu l'eau et le feu, je trouve. Ce sont 2 grandes personnalités qui s'observent. Ils vivent chacun dans un monde différent et ils essaient de se comprendre. Michel se mettait au piano, Johnny l'écoutait, le coude sur le coin du piano, et c'était une forme d'écoute, d'humilité, d'attention assez étonnante de la part de Johnny. Michel est un respect et puis une admiration pour Johnny. Sincèrement, je pense qu'il aurait voulu être Johnny Hallyday. 2 artistes qui s'admirent et liés par une histoire personnelle commune. Johnny et Michel sont des personnes extrêmement, en fait, désespérées. Il y a certainement un manque pour les 2 de la présence du père, quoi. Ils se sont retrouvés dans cette souffrance et cette solitude. Le manque d'affection se faisait sentir chez l'un et chez l'autre. Ça, c'est évident. À travers les textes, les mélodies, si on analyse bien le travail de Michel Berger, et puis l'interprétation, parce que Johnny est avant tout un interprète. Et là aussi, la manière de chanter, de hurler, de crier certains mots, plus que d'autres, c'est pas un hasard, hein, ça vient du plus profond de lui-même. Ça, c'est la nature de Johnny.
Voilà la chanson signée Michel Berger qui va assurer le succès du nouvel album de Johnny et devenir un incontournable de son répertoire. Elle rend hommage au dramaturge américain Tennessee Williams. C'était magique, quoi, comme peuvent l'être ces moments d'échange entre deux artistes de cette renommée, de cette valeur-là, de ce charisme-là. C'est très fort, enfin, je suis très ému encore d'en parler à présent. C'est un tournant dans la carrière de Johnny. Le fait de collaborer avec cet artiste, la symbiose est parfaite. L'album Rock'n'Roll Attitude, signé Michel Berger, deviendra culte. Johnny a retrouvé les sommets et un nouveau public s'ajoute à l'ancien. Son histoire avec Nathalie Baye a été riche et passionnée, mais elle se termine. Au même titre que Sylvie, Nathalie laissera une marque indélébile dans la vie du chanteur. À 43 ans, ce nouvel échec personnel le renvoie encore à son incapacité à construire une vie de famille. Pense-t-il cette fois encore à l'image de son père, ce père avec qui le dialogue sera définitivement impossible. J'ai jamais eu de contact avec mes parents. Mes parents ont commencé à s'occuper de moi quand je suis devenu connu. Franchement, quand je les vois, je me sens pas vraiment leur enfant. Et ça, je n'y peux rien. C'est pas de la méfiance que j'ai vis-à-vis d'eux aujourd'hui. C'est de l'incompréhension, peut-être. Le 20 novembre 1989, Johnny est attendu dans une commune de la périphérie de Bruxelles. On avait l'adresse, on savait qu'il fallait aller à tel cimetière. Ça a duré, ça a été très rapide. Hein. Il n'y a pas eu d'église, il n'y a pas eu de... On est allé directement au cimetière. Ce jour-là, l'enfant abandonné est venu faire ses adieux à son père, Léon Smet. Je suis présent parce que, en tant que journaliste, évidemment, et on n'est pas nombreux. Ça avait été gardé sûrement secret. Johnny a fait ça en toute intimité. Johnny sort de la voiture et il est seul face à la tombe de son père. Et c'est un face-à-face qui était finalement extraordinaire. Ils s'étaient jamais rencontrés quasiment de leur vivant, ils se sont jamais dit un mot d'amour, et puis le fils est là devant la tombe de son père, et incontestablement, profondément affligé, on l'a vu pleurer. Si seulement il avait pu se jeter dans ses bras et le serrer très fort, ne serait-ce qu'une seule fois, et lui dire « Mon fils, je t'aime ». Bon sang, c'est pas si dur à dire quand même. Le chanteur a pris l'enterrement de son père à sa charge pour lui éviter la fosse commune, la mort dans l'anonymat le plus total. Il l'a fait pour vraiment rendre un dernier hommage à son père et qu'il a un enterrement décent. Il m'a dit si j'y étais pas allée, t'imagines, il n'y aurait eu personne, on l'aurait mis en terre et c'est comme si il n'avait jamais existé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne se sont pas connus. Et ce sont les mêmes. Un a réussi, l'autre pas. Ce sont tous les deux des gens qui ont la fascination de la nuit, un certain goût pour l'alcool, sans aucun doute. Le même goût de l'aventure, le même goût de la route, des femmes, des belles femmes.
En repartant ce jour-là, Johnny Hallyday a forcément en tête la personnalité d'un homme qui ne lui aura manifesté aucun signe d'attention. Quel effet ça fait d'être le père d'une vedette? Ce que ça me fait, indifférence. Il mène sa vie, il a brillamment réussi, je lui souhaite tous les bonheurs, mais à part ça, je m'en fous. C'est navrant ce qu'il répond, quoi. Il aurait pu avoir quelques mots, je veux dire, pour son fils. Alors il dit qu'il n'en a rien à foutre. C'est assez désespérant. Est-ce qu'il y a une ressemblance physique entre vous et Johnny Hallyday? Les yeux. Quand on me regarde et qu'on le regarde, nous avons le même visage. À partir des yeux. Il utilisait le fait d'être le père de Johnny Hallyday, notamment quand il descendait dans ses hôtels et qu'il disait « mon fils paiera » et que le fils payait. Il allait dans les journaux pour solliciter des interviews, pour demander une bouteille de vin, un paquet de cigarettes, n'importe quoi. C'était quand même un grand artiste, Léon. Il a fait une foule de choses. Il a fait des films et des pièces de théâtre. Et peut-être qu'il y avait une sorte d'amertume par rapport à son fils, parce que son fils avait réussi, comme lui peut-être il aurait rêvé d'avoir du succès. Et c'est pour ça qu'il a toujours décliné ce que Johnny lui a offert. Il a toujours été assez dur. Au décès de son père, peut-être que ça, effectivement, a été un déclic en disant bah, tiens, je vais pas faire la même chose que ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui il est parti, et puis il n'a rien rattrapé. Donc moi, je vais faire autrement. Une blessure qui poussera Johnny à maintenir plus fort encore le lien avec ses enfants et les femmes de sa vie. Comme le 15 juin 1993, date où il réunit son clan à l'occasion de ses 50 ans au Parc des Princes. La mère de Johnny vient, tout le monde vient, parce que je pense que c'est aussi, symboliquement, c'est ça, c'est l'anniversaire. Il y a également Nathalie Baye, donc il y a un vrai sentiment de communion, d'apaisement général dans la vie intime de Johnny Hallyday. Bienvenue ce soir au Parc des Princes. Ça va être un anniversaire pas comme les autres, je crois. Ce soir-là, les spectateurs voient se reformer un couple mythique. Unis pendant 15 ans, Johnny et Sylvie. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Quand tu vois Sylvie qui chante comme ça, dans un souffle, il y a vraiment très peu de musique, il y a un silence extraordinaire dans ce Parc des Princes, c'est impressionnant. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Le mythe de ces années-là, c'était Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Donc de les revoir sur scène 35 ans plus tard, Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. D'un seul coup, tout ce qu'ils ont vécu ensemble et tout ce que le public imagine aussi, qu'ils ont vécu, ça remonte d'un seul coup. C'est Johnny, Sylvie, point. Entre eux, c'est éternel, quoi. Ouais. Et puis David, qui est le fruit des deux, donc c'est extraordinaire. Je voudrais vous dire que ce soir, vous êtes venus applaudir le meilleur. Avec le meilleur des fils. Quand David dit vous êtes venu voir le meilleur en parlant de son père, c'est venu spontanément. Ils vivent un moment exceptionnel quand même.
Mais ce lien fort avec ses proches ne peut suffire à un homme qui craint par-dessus tout la solitude. Il manque encore à Johnny un équilibre sentimental, une femme pour partager sa vie. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laetitia Marie-Christine Baudou, ici présente. Oui. Le 25 mars 1996, le chanteur se marie pour la 5e fois. Ce jour-là, celle qui devient officiellement Madame Smet est une jeune femme de 19 ans qui a croisé la route de Johnny l'année précédente, à Miami. Il trouve une Française aux États-Unis qui est la fille d'un patron de boîte, qui n'est ni actrice, ni chanteuse. C'est quelqu'un qui est totalement... qui n'a rien à voir avec ce métier. Elle a compris qu'il fallait le prendre comme il était et qu'elle ne le changerait pas fondamentalement. Ce que Johnny dit toujours, les femmes que j'ai dans ma vie, elles me voulaient pour ce que j'étais et elles me quittaient pour ce que j'étais aussi. Il lui a apporté un équilibre, et un équilibre familial. Il est bien entouré, il a de l'amour autour de lui. Une union qui va être pour l'artiste l'occasion de vivre une nouvelle paternité grâce à l'adoption de 2 enfants. Il devient le patriarche qu'il a voulu être et pour la première fois de sa vie, il a l'impression d'avoir construit quelque chose de très stable. Il a ce sentiment de plénitude à côté de Laetitia. On crée une vraie cellule familiale et dans laquelle il est totalement impliqué. Il était mûr pour être père, alors que peut-être qu'à l'époque de David, il était peut-être encore trop jeune ou trop inconscient. Et dans cette nouvelle cellule familiale, une place va être faite à une autre femme. Laetitia souhaitait que Johnny se rapproche de sa mère parce qu'elle savait que ça lui ferait du bien. C'est quelqu'un qui a ce sens presque asiatique des anciens. Elle a toujours recueilli son arrière-grand-mère, sa grand-mère qui vit toujours avec Johnny et elle, la mère de Johnny quand elle allait moins bien. C'était très émouvant à voir en tout cas, très émouvant. Ils ont rattrapé beaucoup de choses. Et puis il a pu avoir la caresse d'une mère. Et ça quand même, pour Johnny, c'est extraordinaire. Sa mère est la seule, oui, qui l'appelait Jean-Philippe. Je pense que Johnny, pour elle, c'était quelqu'un d'autre. Jean-Philippe Smet a, semble-t-il, réglé ses comptes avec le passé. Il est maintenant un père plus attentif, ce qu'il n'avait pas trouvé le temps d'être pour ses 2 premiers enfants. Il semble aussi plus apaisé après 50 ans de carrière. Il est peut-être temps pour l'idole d'envisager ses adieux à la scène. Je m'appelle Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Le 7 mai 2009, c'est le premier concert d'une longue série, baptisée le Tour 66. C'est censé être la dernière tournée de Johnny. Il a 66 ans, il est un peu fatigué et il veut faire la tournée d'adieu, l'ultime tournée, la tournée magistrale, avec un nombre de dates assez considérable. De mémoire, je crois qu'il y avait plus de 90 dates. Il avait vraiment envie de poser ses valises, d'arrêter de tourner à travers l'Hexagone, les hôtels, les avions, les voitures. Il avait vraiment décidé d'arrêter. Johnny voulait à la fois se mettre à l'abri financièrement, mettre à l'abri sa femme et ses enfants. Johnny, paradoxalement, arrivé à son âge, n'est pas un rentier, c'est pas un homme riche, il a beaucoup dépensé. Il achète comme un enfant qui veut un jouet trop cher pour lui. Pour payer toutes ses propriétés, son train de vie, il doit travailler de plus en plus. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais beaucoup ménagé pendant sa vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas se soigner, c'est quelqu'un qui n'aime pas aller chez le médecin. C'est un homme qui a beaucoup tiré sur la corde. Sur cette tournée, il a très très mal au dos, c'est un cauchemar. C'est pas quelqu'un qui se plaint, Johnny. Il endure, il souffre, mais il se plaint pas. Mais au bout de 5 mois de souffrance, Johnny se résout à se faire opérer d'une hernie discale. Il ne fait pas une convalescence raisonnable. Il voit des amis, boit, sort. Et malgré les contre-indications médicales, il décolle 5 jours plus tard
pour suivre sa convalescence à Los Angeles. Peut-être qu'il n'aurait pas dû prendre cet avion aussi rapidement, parce que ça, c'est très déconseillé. Dans l'avion, il a des douleurs comme il n'en a jamais ressenti, vraiment. Il est sur le point de hurler pendant le voyage. Il se gave de médicaments, d'alcool, de ce qu'il peut pour le mettre KO. À son arrivée à l'aéroport, les caméras et les photographes vont capter une image inattendue du chanteur. La France découvre cette image terrible du rocker de la star nationale qui est dans une chaise roulante aux États-Unis en piteux état. Il arrive à l'hôpital de Los Angeles où il est admis en urgence. On est sur le point d'avoir une infection généralisée. Les médecins décident de le placer dans un coma artificiel, d'abord et avant tout pour bien le soigner. Ils sont obligés de neutraliser la douleur. Elle était telle qu'ils ne pouvaient rien faire avec ce niveau de douleur. C'est une star qui est dans un hôpital américain et qui se retrouve aux portes de la mort. Dans l'imagerie populaire, c'est un espèce d'ange blond, motard, tatoué, rocker, avec plein de gonzesses, immortel, intouchable. Et tout d'un coup, il se retrouve à l'hôpital. Là, on ne comprend plus, quoi. Dans l'opinion, l'évolution de l'état de santé de la star suscite une grande inquiétude. C'était pas seulement l'homme de la vie de Laetitia qui nous plongeait dans le coma, mais l'homme de la vie des Français. Et ça provoque voilà, une montée d'hystérie incroyable, et dans son entourage, et à Paris. Au palais de l'Élysée, le scénario le plus sombre est même envisagé. Différents conseillers se réunissent de façon un peu informelle pour se demander que fait-on si jamais l'artiste disparaît sur place. Au lendemain d'une nouvelle opération à Los Angeles, c'est le chef de l'État en personne qui donne de ses nouvelles. J'ai eu cette nuit au téléphone son fils David, que je connais bien, qui est un de mes amis, qui m'a donné des nouvelles rassurantes de la santé de son père, sans me cacher la peur qu'ils ont éprouvée pour lui. Et je voudrais dire à Johnny Hallyday les vœux que l'on forme pour que sa santé s'améliore. On ne parlait que de ça, les télévisions squattaient devant la fenêtre de l'hôpital. C'est à ce moment-là que tu t'aperçois à quel point c'est un monsieur important, quoi. Ça a pris une ampleur extraordinaire qui traduit et qui explique et qui justifie ce statut de star. Ça fait 50 ans que les Français, qu'ils aiment ou pas Johnny, vivent avec ses chansons. Finalement, quand il a cet accident, ils se rendent compte que voilà, ils aiment tous Johnny. Le 14 décembre, Johnny Hallyday sort enfin du coma et il commence alors une longue période de reconstruction. Quand on se réveille d'un coma, on ne sait plus parler, enfin, on n'a plus sa voix. Et Laetitia m'a dit que quand Johnny s'est réveillé, il avait une voix d'enfant. Johnny sans voix, pour lui, c'est sans doute plus douloureux que pour n'importe qui d'autre. Il a plongé dans la dépression, il a vraiment cru qu'il ne pourrait plus jamais rechanter. C'est quand même un homme qui réalise pour la première fois que peut-être il n'est pas capable de faire la tournée colossale qu'il avait prévue. C'est un homme à qui on demande d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. Le peut-il? On ne sait pas. Donc il vit des moments difficiles. Il a traversé une sorte de crise puisqu'il a des gros moments de doute. Il se demande s'il va être capable d'être à nouveau Johnny Hallyday. Cet épisode dramatique a fait prendre conscience à l'artiste que sa vie ne pouvait s'épanouir sans la scène. Si on oublie la nécessité qu'il a d'aller sur scène pour gagner de l'argent, Johnny Hallyday existe d'abord sur scène. C'est sa raison d'être, c'est là où il est lui-même.
Je voyageais dès mon plus jeune âge à travers toute l'Europe. Et je n'ai jamais pu m'établir dans un endroit stable, avoir des amis, aller à l'école. À partir du moment où Jean-Philippe s'est appelé Johnny Hallyday, il est complètement rentré dans le personnage. Il est vraiment devenu quelqu'un. Je pense qu'il a besoin de Johnny Hallyday, oui. Je vois pas ce qu'il serait aujourd'hui s'il n'était pas Johnny Hallyday, par exemple. Moi, je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai commencé à chanter. Moi, je ne connais plus Jean-Philippe Smet. Je me suis reforgé, moi, une nouvelle identité. La caresse d'une mère et d'un père, ça manque inévitablement à un enfant. Johnny a souvent été à la recherche de cet amour. Et je pense que ce qui lui a toujours fait un bien immense, c'est de retrouver cette incroyable chaleur de son public. Le public, c'est sa vie. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le public. C'est un besoin pour lui. Il ne triche pas avec eux, il les aime du fond du cœur. Ces gens-là lui apportent un immense bonheur, tous ces gens-là qui l'acclament, qui l'aiment. Il y a un amour réciproque, il y a un échange spirituel d'amour extraordinaire. Parce qu'il en a peut-être tellement manqué que ça lui manquera toujours. Il ne pouvait pas tomber comme ça, pas de cette façon-là. Sa voix est absolument intacte. Il a une capacité de résurrection absolument incroyable. C'est un phénix. Johnny, il aurait dû mourir 50 fois dans sa vie. Il est toujours là. Il a fait un magnifique pied de nez au destin. Encore un. Voilà pour ce roman. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de Jean-Philippe en Johnny? Peut-être beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. En tout cas, l'histoire continue, car avec lui, rien ne s'arrêtera jamais vraiment. Voilà, c'est la fin de ce numéro. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Un jour un destin.